bienvenue dans ce nouveau Culture Mag de la mode, des spectacles, de la gourmandise. Nous regardons la société avec un œil culture et lifestyle. Alors aujourd'hui, nous allons aller en Israël, suivre la Holon Fashion Week. Contrairement aux autres places mode du monde entier, eh bien cette Holon Fashion Week se veut démocratique et ouverte. On n'y voit pas de défilé, mais des ateliers rencontres. Nous partirons ensuite en Algérie, découvrir comment les mangas japonais séduisent une population avide d'images, de couleurs et de fantaisie. Et puis nous parlerons sucre avec un nouveau food phénomène, c'est le cronut qui des États-Unis est en train de conquérir le monde entier. Retenez ce mot cronut et prenez des kilos. Merci d'être fidèle à i24 News. On commence avec la news du jour. 119 000 €, c'est un véritable record. C'est le montant de cette robe Yves Saint Laurent vendue aux enchères à Drouot à Paris. Un modèle noir en mousseline taillé sur mesure en 1968 par Monsieur Saint Laurent, taillé sur le corps de son ancienne muse et mannequin cabine, Danielle Luquet de Saint-Germain. C'est elle qui a mis en vente sa collection privée, l'une des plus spectaculaires du moment, 12 000 pièces signées Mugler, Lacroix ou Montana. On reste dans la mode avec un phénomène planétaire, c'est le boom des Fashion Week. Après Paris, New York ou Milan, eh bien toutes les villes du monde, même les plus minuscules, veulent leur semaine de la mode. On comprend, c'est glamour, il y a des flashs, des people et du désir. Holon, en Israël, a vu les choses autrement. Pour sa première Fashion Week, cette petite ville, connue déjà pour son musée du design, n'a pas organisé des défilés, mais des rencontres, des ateliers avec en cérémonie de gala une auto-célébration nationale. David Gombin vous emmène sur le tapis rouge. Le musée du design à Holon, à la périphérie de Tel Aviv. Toute l'élite du milieu de la mode s'est donné rendez-vous pour une soirée très glamour. Photographes, top modèles, stylistes, fashionistas ou encore blogueurs. Personne sur la planète fashion israélienne n'aurait raté cette occasion pour rien au monde. À l'occasion de l'ouverture de la Semaine de la mode, une soirée de gala est organisée. Au programme, la cérémonie de remise des prix de la mode 2013. Les professionnels du secteur ont désigné les personnalités qui ont fait la mode en Israël en 2013. Entrecoupée de performances, entre autres de Esther Rada, cette soirée fut également l'occasion de rendre hommage aux grands noms du milieu, comme Doreen Frankfurt. Créatrice de mode israélienne depuis 30 ans, elle développe sa marque, ses boutiques et son style, un mix d'influences internationales et locales. Au cours de cette cérémonie menée tout en humour par l'actrice Keren Mor, le prix du meilleur designer homme a été attribué à Yossi Katsav. Côté design féminin, ce sont les sœurs Enab Zeini et Nofar Makhlouf de la marque Simple qui remportent la statuette. Alon Livneh, quant à lui, remporte le prix de la meilleure percée au niveau international. Toute la difficulté d'une Fashion Week israélienne est de l'installer sur le calendrier international, au même titre que Paris, New York, Londres ou Milan. Mais parce que l'idée de cette semaine est de rapprocher les professionnels des consommateurs, de nombreuses stars étrangères ont fait le déplacement. Comme Stephen Jones, célèbre designer de chapeaux en Angleterre, enthousiaste de sa venue en Israël. C'est un endroit fantastique, j'adore. Tel Aviv est cosmopolite, tout comme Londres est cosmopolite. Nous avons des gens du monde entier. Katharina Mitzby et Margarita Van den Bosch de H&M ont fait le déplacement pour observer la mode israélienne au plus près. Il s'agit d'un marché important pour nous, donc c'est important de venir. Nous avons appris énormément, beaucoup de nouveaux noms, une nouvelle industrie. C'est satisfaisant. Pourtant, à Holon, cette Fashion Week n'est pas tout à fait similaire à celle des grandes capitales de la mode. Ici, point de podium, ni de défilé déjanté, mais plutôt des conférences, des concours d'étudiants et des ateliers. Le but, réfléchir au futur de la mode et donner des éléments de réponse. Suzanne Lee est styliste. Elle a fondé un laboratoire de recherche sur la biocouture. Il s'agit d'une agence qui travaille avec des scientifiques et des experts afin de créer des tissus d'une toute nouvelle façon en faisant pousser les tissus. Ici, il n'importe pas seulement de découvrir quelles seront les tendances la saison prochaine. On tente de réfléchir à long terme. Ça a commencé en imaginant à quoi pourrait ressembler le futur dans 50 ans, pas la prochaine saison, celle d'après. Judy Shalom Nir-Moses, une socialite et présentatrice télé, voit elle les choses à plus court terme. Aujourd'hui, nous lançons un projet au niveau national dont je prends la direction. Nous allons exporter les designers israéliens à l'étranger
Nous allons collecter des fonds, sélectionner 5 ou 6 designers et les propulser à l'étranger. Pas de défilé donc, mais des conférences et des ateliers. En Israël, fashion ne rime pas seulement avec paillettes et tapis rouges, mais également avec investissement et innovation. Nous partons maintenant sur les traces des mangas, ces fameuses bandes dessinées japonaises, graphiques, très colorées. Elles connaissent un succès grandissant en Algérie. Pendant la 6e édition du Festival de la bande dessinée qui s'est tenu la semaine dernière à Alger, les mangas ont fait carton plein. C'est donc une bouffée d'air frais en Algérie. C'est un sujet signé Avery Rosenzweig avec Sandy Fortis. La folie manga fait fureur en Afrique du Nord, un succès qu'on a pu observer lors du Festival de la bande dessinée ce week-end à Alger. Les mangas et leurs créateurs étaient au centre de l'attention. J'ai lu le premier tome de Trauma Fighter et j'ai bien aimé. J'ai adoré même, j'ai adoré. Et voilà, maintenant que j'achète le 2e tome, j'espère une bonne continuation. Les mangas japonais sont célèbres pour leurs personnages aux grands yeux, leur rythme intense et leur style d'illustration très expressif. Depuis quelques années, leur succès est grandissant en Algérie. C'est un rayon spécial manga et bande dessinée, de livres de production nationale, édités par des éditeurs algériens, publiés par des auteurs algériens. Mais les efforts locaux sont aussi très populaires. Des artistes algériens, séduits par le format, utilisent le style japonais pour raconter leur propre histoire. Alors le manga algérien, c'est un nouveau concept qu'on a lancé depuis les années 2007 avec les éditions Z-Link. C'est s'approprier, s'inspirer d'un style qui nous vient du pays du soleil levant, en lui insufflant une touche algérienne à travers des scénarios, du vécu, des tournures de phrases algériennes. Les mangas japonais étant lus aux 4 coins du monde, les créateurs algériens de bande dessinée espèrent réussir à séduire les lecteurs locaux et rêvent d'attirer les fans internationaux. Le manga algérien doit être un pan culturel vers la culture algérienne, c'est-à-dire que les gens, par exemple, seront intéressés par des éléments ou par des choses spécifiquement propres à l'Algérie. Et c'est l'une des choses les plus importantes, finalement, qui vont nous pousser à faire évoluer le manga et à aller de l'avant et effectivement, finalement, concurrencer les mangas étrangers. Vous êtes dans le Culture Mag, le magazine des arts et du lifestyle. Restez avec nous. Dans quelques minutes, nous parlerons gâteau, sucre, glucose, glucides sans prendre un gramme niet malade. Mais tout de suite, ce sont les highlights. Emmanuel Perrotin est l'un des galeristes français les plus puissants du moment. Curateur, mécène, révélateur de talent, c'est à lui que l'on doit entre autres l'explosion médiatique de Damien Hirst en 1991. À l'occasion des 25 ans de sa carrière, Perrotin ouvre non seulement un nouvel espace à New York, mais organise une rétrospective monstre au Tripostal à Lille. Une exposition qui regroupe des œuvres exceptionnelles de ses artistes favoris sur 6000 m². Des sculptures, installations, des mobiles signés Sophie Calle, Maurizio Cattelan, Wim Delvoye, bref, le meilleur de ce que fait l'art contemporain. La culture kanak investit le musée du Quai Branly pour une exposition exceptionnelle sur cette culture venue tout droit de Nouvelle-Calédonie. 2000 m², 320 pièces, il s'agit là de la plus grande exposition jamais réalisée sur le sujet. Une bonne occasion de revenir sur 200 ans d'histoire commune à travers des unes de journaux, des sculptures et autres pièces historiques, jusqu'au 26 janvier. 50 ans après la mort de Jean Cocteau, une exposition se tient au musée éponyme à Menton. Il s'agit cette fois-ci non pas d'écrits, mais bien de dessins de la plume du célèbre écrivain français. Des dessins provenant du fonds Séverin Wundermann, un collectionneur passionné de cet homme de lettres. Des croquis et des dessins qui séduisent déjà un public de plus en plus international. Un enthousiasme suscité notamment chez les Japonais, qui retrouvent dans les œuvres de Cocteau une similarité frappante avec les poèmes en 3 vers, les haïkus. Après la vogue des macarons, des pancakes au Nutella, des religieuses au chocolat ou des éclairs au beurre salé, 2 grandes tendances pâtisseries sont en train de s'installer, les cupcakes et les cronuts. Sandy Fortis va vous expliquer ce qu'est un cronut. Sachez que toutes les stars américaines en raffolent. La plus belle, eh bien, c'est le top modèle Heidi Klum qui poste des photos de ses gâteaux sur son réseau. Et puis la plus récieuse, c'est l'actrice Emma Roberts. Elle ne veut jamais faire la queue dans les pâtisseries. Eh bien nous, on vous y emmène dans les pâtisseries avec Sandy Fortis.
Mi-croissant, mi-donut, le cronut fait parler de lui depuis plusieurs mois déjà. Grand succès, il a été copié par de nombreux boulangers et aujourd'hui, il a même traversé l'Atlantique pour séduire nos amis british. Dans la boulangerie de Jennifer, il s'appelle le Crodo et il fait fureur. Maintenant, on en fait plus de 200 par jour et on est tous les jours en rupture de stock. Aujourd'hui, on voit un réel engouement, mais je ne pense pas que ce soit juste une mode. Je voudrais en faire le prochain cupcake. Détourné, il s'est même créé une place dans les restaurants huppés de la capitale. Tout en haut de cette tour londonienne, on peut déguster le dossant du chef. Nous les jetons dans la friteuse pendant 8 à 10 minutes pour qu'ils soient bien dorés. Nous les laissons sécher, puis nous les roulons dans du sucre en poudre et on finit en les fourrant de crème pâtissière au citron. Et comme touche finale, on saupoudre de chocolat. Notre restaurant est toujours complet et nous les faisons à la demande. Et ce n'est pas la seule douceur à être modifiée. L'hybride new-yorkais a inspiré les pâtissiers. De nombreux nouveaux mets sucrés ont fait leur apparition dans les vitrines londoniennes. Les Anglais n'ont peur de rien, ils se sont même attaqués aux grands classiques. Donc ici, nous avons le Duffin. C'est un donut muffin. Un donut cuit dans un moule de muffin et saupoudré de sucre. Ici, nous avons le Twoney, un alliage de la tarte et du brownie. Crème pâtissière, confiture ou chocolat, ces créations originales sont plutôt appétissantes. Un rêve pour les gourmands, mais un réel cauchemar pour la ligne. On reste dans le sucre, le glucose. Nous avons reçu ce matin Chloé Saada sur i24 News. Elle anime en France des émissions de télé très décomplexées sur la gourmandise. Elle dirige des salons de cupcakes à Paris. Elle a un blog, un site et elle vient de publier chez Hachette un livre de cupcakes. Eh bien, figurez-vous qu'à la base, cette star du sucre n'était pas destinée à cela. Alors moi, en fait, j'ai un parcours atypique dans la cuisine. Je viens d'une école de design et de direction artistique. Je suis passée par la photo de mode et je suis arrivée au gâteau après. Le gâteau, c'était d'abord une passion, en fait. Donc le cupcake, ça a été quelque part une évidence. C'était un support artistique sur un gâteau. Donc pour moi, c'était Voilà, on en voit quelques-uns, ils sont extraordinaires. Voilà, donc c'est un support artistique sur un gâteau parce que vous avez dit que vous étiez non pas allergique au sucre, mais... Moi, je suis diabétique, donc je ne mange pas de sucre depuis ma tendre enfance. Et je me suis toujours servi du sucre comme d'une matière première artistique. Alors, quelles sont les possibilités du cupcake? Qu'est-ce que c'est que ce design possible sur cette toute petite surface? Là, en fait, le cupcake, c'est assez infini. Donc, c'est à la base un gâteau traditionnel de l'Amérique des années 50, fin 50, début 60, qui est un gâteau... Alors, à l'origine, il aurait été cuit dans une tasse. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on le cuit toujours dans sa caissette en papier et qu'on le décore. Mais je me suis amusée avec le chef Jean-François Piège, par exemple, à faire des cupcakes dans le livre, façon tarte tatin, façon religieuse. C'est complètement infini. À partir du moment où il est cuit dans une petite caissette et décoré, ça devient un cupcake. Votre livre qui est sorti aux éditions Hachette, Les cupcakes de Chloé S, a fait un tabac, littéralement. Comment expliquez-vous cette folie du sucré là maintenant, qui s'empare de tout le monde, des femmes en général et de la population en particulier? Je pense que c'était la suite logique de la cuisine. Donc on a vu émerger énormément d'émissions de cuisine ces derniers temps. La pâtisserie a quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle est extrêmement esthétique, beaucoup plus que la cuisine. Et ça me paraissait d'ailleurs assez illogique qu'on n'ait pas d'émissions de pâtisserie dédiées à la pâtisserie. Donc là, ça arrive. On commence à en voir de plus en plus. Le cupcake, c'était un gâteau génial parce que c'est un gâteau extrêmement décoratif mais très facile à faire. Dès qu'on a un petit talent artistique, un peu de goût, on peut très bien les faire à la maison avec les enfants. Ils s'éclatent à décorer les cupcakes. Enfin, il y a quelque chose qui est toujours un peu frustrant dans les livres de pâtisserie, parce que faire de la cuisine, c'est assez simple dans le fond, mais n'importe quoi, on rajoute 3 feuilles de coriandre et c'est joli. La pâtisserie, c'est un art, c'est un talent, c'est de la précision. Il y a toujours quelque chose d'un peu frustrant, c'est qu'on a le sentiment qu'on va rater, que ça ne va pas être aussi joli que sur la photo. Est-ce que vous garantissez, par exemple, que dans votre livre de recettes, on réussit tous ces gâteaux? Alors moi, c'est les vraies recettes. Par rapport à d'autres personnes, j'ai mis exactement les recettes qu'on fait dans ma boutique. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même une certaine pratique. Pourquoi est-ce qu'avec la même recette de plat, quelqu'un va le rendre très bon et l'autre un peu moins? Voilà, après, il y a une question de pratique aussi. Mais en tout cas, c'est les vraies recettes à l'intérieur. Et si on la suit parfaitement et qu'on regarde mes émissions pour avoir des techniques de poche à douille ou de choses comme ça, on peut y arriver très facilement. Chloé Saada, ma dernière question. Il y a maintenant en France et dans des grandes villes du monde la folie du monoproduit, c'est-à-dire que des éclairs, que des petits choux ou que des cupcakes. Comment vous expliquez ça?
Alors ça, j'ai un peu du mal à me l'expliquer parce que en fait, moi, il n'y a pas que des cupcakes chez moi. Alors oui, c'est le produit d'appel. Maintenant, je pense que mon projet n'aurait peut-être pas été viable si je n'avais que des cupcakes. C'est-à-dire le fait d'avoir un salon de thé, de servir des boissons avec et des choses comme ça, fait que ça rentre dans un ensemble. Le monoproduit, je trouve ça assez dangereux. Parce que c'est souvent des vagues, c'est souvent des modes, et qu'on sait très bien que les modes passent. Voilà, donc on peut rebondir dessus sur un moment, mais pour le coup, moi je trouve ça intéressant quand c'est un produit d'appel qui permet après d'élargir le champ des possibles. Merci beaucoup Chloé Saada, merci d'être venue. Je rappelle votre livre Cupcake de Chloé, qui est un appel à l'embonpoint, mais je trouve que c'est toujours plus rassurant quand on fait de la pâtisserie d'avoir un peu de rondeur. Et votre site www.cakechloés.com. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Voilà, le Culture Mag, c'est fini. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure. On se quitte avec cette image, un petit garçon, des fleurs. C'est à Phnom Penh, au Cambodge, au loin la statue de Norodom Sihanouk. Le prince est mort pile l'an passé. Merci de votre fidélité.